2017, le marché du documentaire en salle, quelle pratique pour toucher le public? Je vous présente les intervenants. J'imagine que certains d'entre vous les connaissent déjà. Juste à côté de moi, Sébastien Lifshitz, réalisateur. Un premier court-métrage en 1994, Il faut que je l'aime. Puis d'autres films de fiction, Presque rien, Wildside, Plein Sud. Et puis depuis 2009, des documentaires dans Les Invisibles en 2012, Adolescent 2019, Petite fille en 2020, sur Arte, on en a beaucoup parlé. Et le dernier en date, Casa Susana, diffusé sur Arte le 7 juin. Voilà, si je ne me trompe pas, donc toujours visible sur la 2020, pardon, 2019-2020. 2020. Bonjour. C'est une entrée de star, en fait, c'est ça? C'est le principe d'arriver un tout petit peu en retard, c'est ça? Il n'y a pas de souci. Étienne Olanier, fondateur de Jour de Fête, alors qui s'écrit évidemment jour avec et puis un chiffre et puis fête, tout attaché. Hein, c'est pas le film de Tati, mais j'imagine que ça y fait allusion quand même un petit peu. Avec Sarah Chazelle en 2006, et puis depuis le 2019, vous avez créé The Party Film Sales, qui est aussi évidemment une allusion à un film, j'imagine, sur les ventes internationales. D'ailleurs, vous vendez à l'international les films de Sébastien, comme quoi le monde est particulièrement bien fait aujourd'hui. Distributeur à la fois de fiction et de documentaire. En fiction, on peut citer Testament de Denis Arcand, qui est en salle actuellement, sorti la semaine dernière d'ailleurs, et The Pot Génération de Sophie Barth, qui est sorti le 25 octobre, et en documentaire, We Have a Dream de Pascal Plisson, sorti en fin septembre, donc toujours en salle, sans doute, Étienne. Les Filles d'Olpha, formidable film de Kauter Benania, sorti en juillet, qui vient de recevoir un prix, d'ailleurs, le prix Gotham du meilleur documentaire. Ça n'a rien à voir avec Batman, mais c'est quand même un prix formidable, et qui était en compétition à Cannes. Et puis, bien sûr, Merci Patron en 2016, qui a quand même fait 500 000 entrées, on en parlera. Ensuite, Karine Ramette, responsable des relations au public de l'Acide. Alors, j'imagine que vous connaissez tous l'Acide, mais je vous cite quand même la première phrase de la présentation sur le site, comme ça ira beaucoup mieux. L'Acide est une association née en 1992 de la volonté des cinéastes de s'emparer des enjeux liés à la diffusion des films, à leurs inégalités d'exposition et d'accès aux programmateurs et spectateurs. Comme ça. Bah oui, c'est vous qui l'avez écrit en même temps, j'aurais... Et puis Vincent Courgeon, qui est chargé de la conquête des nouveaux publics et de la communication au cinéma Méliès de Montreuil, le célèbre cinéma Méliès de Montreuil, et également producteur au FIFIB, j'aime beaucoup cet acronyme, Festival international du film indépendant de Bordeaux. Pardon ? Programmateur. J'ai dit producteur, excusez-moi, parce qu'en plus j'avais marqué programmateur, donc c'est que je ne sais pas encore tout à fait bien lire. Et ce soir au Méliès, vous pouvez voir notamment Rien à perdre avec Virginie Efira, Vincent doit mourir avec... et le documentaire La Rivière. Alors demain, je ne sais pas s'il sera toujours en salle, mais il sera toujours en salle. Formidable, comme ça on pourra en parler. Avant de commencer la table ronde, qui n'est ni ronde, si c'est une table, mais elle n'est pas vraiment ronde, quelques chiffres, quand même, pour vous donner un petit peu la situation du court-métrage. Peut-être que vous avez un peu marre des chiffres, vous avez eu des chiffres à chaque débat, mais je suis quand même là pour vous en redonner. Désolé, en même temps, c'est bien d'avoir un peu des chiffres. En 2002, 54 longs métrages documentaires ont été agréés. Dans ces 54 films, 29 sont intégralement en français. Le coût des documentaires d'initiative française, toujours en 2022, puisque c'est les chiffres du CNC, vous savez qu'ils donnent 2022, 2023, on verra un petit peu plus tard. Le coût des documentaires donc s'élève par film en moyenne à 719 000 euros contre 625 en 2013, donc légère augmentation. Enfin, vu la hausse des prix, je ne suis pas sûr qu'on y gagne vraiment. En salle, en 2022, 138 documentaires font l'objet d'une première sortie commerciale au cinéma. Parmi ces 138, 103 sont français. Et les entrées en 2022, c'est 20 millions, un tout petit peu plus de 20 millions. En 2019, c'était un tout petit peu plus, que c'était 20 millions et demi. Évidemment, en 2020 et 2021, ça a baissé, mais là, on sent une légère croissance des chiffres. Pardon. 20 millions. Oui.
C'est ce que... Ah non, pardon. C'est le pourcentage. Oui, non, c'est le pourcentage, pardon. 20,3, pardon. Les 10 premiers documentaires en termes d'entrée en 2022, le Chêne, qui a fait 450 000, suivi de Lynx et de Ennio, consacré à Ennio Morricone. Et en ce moment, Étienne, vous pourrez nous confirmer ou pas, les filles d'Olpha, en ce moment, 129 000. Ça a monté depuis... il y a eu 2000 personnes de plus, c'est très bien. 810, ah oui, vous comptez au chiffre près, à la personne près, vous. Parfait. Le film de Nicolas Philibert qui a eu l'Ours d'Or à Berlin sur la Dame, 130 000. Les Gardiennes de la planète de Jean-Albert Le Lièvre, 150 000, ils sont toujours en distribution. Et le film de Wim Wenders sur Anselm Kiefer est à 50 000. Et on note dans les statistiques du CNC que le public, même s'il est relativement âgé, se rajeunit. Il y a de plus en plus, là on verra si c'est un effet du travail scolaire, du travail des distributeurs, de la DAMI, des exploitants sur un jeune public. En tout cas, le jeune public serait de plus en plus présent, en tout cas en 2022. Voilà sur ces quelques chiffres rapides. Premier tour de table et première question à Sébastien. C'est formidable parce que c'est dans l'ordre réalisateur, distributeur, accueil public et exploitant. Comme quoi les choses sont bien faites au CNC, c'est toujours formidable. Sébastien, quand vous lisez le thème de cette table ronde, quelle pratique pour toucher le public, est-ce que c'est une question justement que vous vous posez en tant que réalisateur, le public, le sujet que vous traitez, ou absolument pas? Vous avez le droit de dire absolument pas. Non, je ne me pose pas la question dans ces termes exactement. C'est plutôt par rapport à la masse, parce que je suis réalisateur, mais je suis aussi un spectateur. Donc, comme tout le monde, je suis abreuvé d'images, je regarde beaucoup de choses. Et je me dis justement, dans cette espèce d'océan de propositions, qu'est-ce qui est à la fois important pour moi et qu'est-ce qui peut-être pourrait être une sorte d'apport inédit par rapport à ce que je vois, en fait. C'est plus dans ces termes-là que je me pose la question, en me disant, mais est-ce qu'il y a une pertinence, dans le fond, à parler de tel ou tel sujet? Mais c'est vrai que des fois, il y a des idées de films que j'ai pu avoir. C'était tellement important pour moi, personnellement, de les faire, peu importe le contexte, peu importe le potentiel... que ce film pourrait avoir, j'ai été totalement engagée. Par exemple, en ce moment, j'ai très envie de faire un film. Je travaille sur 2 films en développement. Et un de ces 2 films semble une sorte de mission impossible. Et parce que... en métaphore, vous ne dites pas par rapport au film? Non, c'est-à-dire... en fait, vous avez des sujets en documentaire qui n'intéressent personne. C'est comme ça. Il n'y a pas de débouché, il n'y a pas de financement, c'est une espèce de trou noir comme ça. Et donc quand vous arrivez pour commencer à en parler, à évoquer, tout le monde te dit « Oh là là, ça va être une galère son nom », etc. Et voilà, vous voyez déjà les têtes, les regards qui tombent, etc. Et je me dis « C'est pas grave, voilà, il faut quand même essayer tout ce qu'on peut ». Pour réduire les coûts au maximum évidemment de ce film et d'essayer de le faire malgré tout, en fait. Je pense qu'il y a des films qui sont nécessaires et qui n'ont peut-être pas une portée commerciale. Il faut en tout cas essayer, au moins essayer. Et pareil pour la diffusion en salle, où certains de vos films sont passés à Arte. Maintenant, il y a certains qui sont aussi sur les plateformes. Il y en a évidemment plein qui sont passés en salle. C'est une question, ça c'est pour le producteur et le distributeur, enfin le distributeur quand c'est en salle, ou c'est aussi fait partie des réflexions que vous faites en amont? En fait, au coût, j'imagine aussi, évidemment. Je pense que Arte est un partenaire extrêmement important depuis des années sur tous mes films. Mais ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a quelque chose en ce moment sur le documentaire, et notamment ce qu'on appelle les grands formats sur Arte, où certains films vont avoir une carrière à l'international. Et donc, il va y avoir tout d'un coup une sorte de phénomène un petit peu médiatique autour du film.
Et très vite se pose la question d'éventuellement les sortir en salle, malgré l'obligation de devoir d'abord les diffuser. Et ça a été le cas de Petite Fille, par exemple, où on s'est posé la question, et même de Casa Susana, avec Arte. Et Petite Fille, ce qui s'est passé, c'est que le Covid est arrivé. Donc, parce que le film Ad Vitam devait le sortir. Et finalement, comme il y avait 450 films qui attendaient de sortir, finalement, on a renoncé à le faire après la diffusion. Et Casa Susana, comme j'ai terminé un autre film depuis, tout d'un coup, c'était pas possible non plus, en fait. Mais Arte était complètement à l'écoute de cette possibilité, malgré qu'il y ait une sortie, de pouvoir sortir le film malgré tout. Comme ça a été le cas pour Retour à Reims, mais ça, tu pourras en parler. Et là, du film de Paul Preciado, bientôt. Justement, Étienne... J'ai fait une bonne transition, en fait. C'était parfait. On voit que vous êtes habitué au débat, vous êtes formidable. Étienne, on pourrait prendre deux cas d'école distribués par Jour de Fête. Merci Patron, j'en parlais tout à l'heure. Et puis We Have a Dream, qui aujourd'hui est en salle. 7 ans séparent ces deux films, si je calcule bien. Enfin, c'est tel que j'ai vu. Est-ce que les pratiques de distribution pour ces deux films-là ont changé, ou est-ce que c'est vraiment à chaque film... une particularité, et que chaque film induit son système de distribution, voilà, ou alors que les différences sont si énormes parce que le système, parce que l'environnement, parce que le public, parce que les salles, etc. En fait, alors... Déjà, je voudrais dire qu'effectivement, nous, chez Jour de Fête, on sort des documentaires depuis le début. En fait, on a commencé par des documentaires. Là, je faisais le calcul en venant. En fait, plus d'un tiers des films qu'on a sortis sont des docs. Donc, on a vraiment une expérience assez large, un spectre de documentaires assez large. Et l'an dernier, on en a sorti 5. Cette année, on en a sorti 8. Donc, on est prêt. Enfin, on est vraiment en augmentation. Et effectivement, si je devais essayer de trouver des caractéristiques communes à ces films, à part que c'est des documentaires, ce serait compliqué, parce que le propre de la sortie du documentaire en salle, c'est quand même de travailler sur le sujet du documentaire, avant toute chose. Évidemment, la forme joue, mais il y a d'abord un sujet, et le sujet, c'est ce qui va faire qu'on va nous travailler sur les publics, parce que peut-être à la différence des fictions où on a toujours un peu le rêve qu'on va essayer de toucher un peu tout le monde. Moi, j'exagère parce que là aussi il y a des sujets et on travaille souvent, surtout les distributeurs indépendants, sur des niches de public. Mais sur le documentaire, c'est encore plus vrai. C'est-à-dire que sortir Merci Patron, effectivement, sortir le film de Paul B. Preciado en juin prochain, mais avec des avant-premières demain, ou sortir We Have a Dream de Pascal Plisson, c'est presque des métiers différents. Alors, pour ceux qui... je pense que l'aventure Merci Patron, vous la connaissez tous. Merci Patron, c'est très particulier parce que on commençait à sortir des documentaires un peu engagés, mais c'est le premier vraiment qui a eu une sorte de portée politique et qui a été le début pour nous de beaucoup d'autres aventures, tous les films de François Ruffin et Gilles Perret, Un pays qui se tient sage, etc. Alors, c'est vrai qu'autour de ces documentaires-là, on a construit quelque chose, mais c'est un travail très particulier qui s'est fait effectivement à partir de l'aventure Merci Patron. Juste pour rappeler, Merci Patron, ce qui est un peu fou... Vous ne parlerez pas au micro, non. Ce qui est un peu fou avec Merci Patron, c'est qu'au début, c'est un film qui est conçu pour être tout petit. François, même nous, quand on l'a rencontré c'est Édouard Morial, producteur, qui nous l'a présenté, c'est un moment où le film, personne ne savait vraiment ce qu'allait être ce film et ce qu'on allait en faire. Même François était allé voir un producteur parce qu'il se disait que les images qu'il avait entre les mains pouvaient peut-être permettre un film, mais le passage du film au cinéma, etc., contrairement à tes films qui sont conçus au départ, soit comme des films Arte avec éventuellement une sortie ça, qui ont dans leur ADN d'être construits pour quelque chose, Merci Patron, c'est au départ presque des vidéos, et puis ça devient un film. Donc c'est une aventure un peu particulière. Nous, on a récupéré le film au moment où il se terminait, on a eu l'intuition qu'il allait se passer quelque chose avec ce film. Et puis après, il y a un temps qui est la première sortie, en quelque sorte, puis un deuxième temps qui arrive presque en même temps. C'est le buzz incroyable qui se passe. C'est le fait que, à l'issue d'une diffusion de ce film,
les gens qui l'avaient vu, donc qui étaient dans les premiers, décident de créer les Nuits debout, qui sont en fait issus de Merci Patron, et que Merci Patron devient le film des Nuits debout. Donc voilà, donc ça a été enfin, je pourrais parler de la sortie de Merci Patron pendant des heures, parce que ça a été une aventure complètement dingue. Oui, vous m'avez dit hier que vous parliez 5 heures sans vous arrêter. Sur Merci Patron, je peux raconter, je peux écrire des livres. Mais c'est vraiment rigolo, il s'est passé vraiment plein de choses. Mais en tout cas, sur ce film-là, il n'y avait pas de recette au départ. En revanche, on a appris énormément de choses sur la manière de pouvoir toucher certaines typologies de public et accompagner ces films. Donc aujourd'hui, sur ces films-là, par exemple, là, on peut prendre le nouveau film de Gilles Perret, alors qui est peut-être moins politique que n'était Debout les femmes ou Je veux du soleil, qui est un documentaire qu'on sortira en janvier qui s'appelle La ferme des Bertrands. C'est 50 ans dans la vie d'une ferme, c'est passionnant. C'est un film sur lequel, comme tous ces documentaires engagés qu'on a sortis depuis des années, on fait 150 avant-premières. Gilles Perret prend le train, se balade à travers toute la France et on porte le film, la première vie du film à travers, comme ça, un boulot de terrain qui est assez génial à faire pour que, en fait, il y ait un bouche à oreille local qui se crée à la fois dans les grandes villes, dans les petits villages, etc., avec des miracles. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on prend le sujet du film, on réfléchit à quelle typologie de public, quelle typologie de salles peuvent être intéressées. Et par exemple, là, sur La ferme des Bertrands, la semaine dernière, on a fait 511 entrées dans un petit village. Parce que d'un seul coup, on a des publics qui ne viennent jamais au cinéma. Là, en l'occurrence, par exemple, des agriculteurs qui se déplacent en masse pour voir ce film. Donc là, c'est vraiment un travail de fourmi. Voilà. Il y a d'autres documentaires qu'on a eu entre les mains, qui sont des documentaires peut-être que je classerais dans un autre registre, qui sont les grands documentaires de cinéma, comme peut l'être Les Filles d'Olpha, comme peuvent l'être les films de Sébastien, comme alors Wiseman, qu'on vend à l'international, mais c'est pas nous qui sortons les films. Quand on sort ces films-là, le sujet a évidemment une importance, mais il y a aussi une forme particulière qui fait que la presse cinéphile va s'en emparer, qu'au fond, ces films-là sont dans l'esprit des journalistes, dans l'esprit des salles, classés dans la même catégorie que les fictions. C'est pour ça que c'est très compliqué le documentaire, parce que moi je suis très attaché au documentaire, et à l'idée qu'on peut sortir une grande diversité de documentaires en salle, des grands films de cinéma, mais aussi des grands films de sujets, et que c'est tout aussi important de sortir les uns ou les autres. Ils n'ont pas du tout la même vocation. Donc ça nous amène, et j'essaierai d'être bref, par exemple ce qu'on a fait sur We Have a Dream. We Have a Dream, c'est un documentaire qui est plutôt conçu au départ pour être un documentaire très grand public. Pascal Plisson avait fait Sur le chemin de l'école, qui avait, il y a quelques années, il y a 10 ans, fait 1 300 000 entrées, je crois. Donc We Have a Dream, ça a été conçu comme une espèce pas de suite, parce que c'est un sujet tout à fait différent, mais il y a quelque chose dans l'ADN du film qui ressemble. Simplement, là, pour le coup, la période a complètement changé. Et puis le sujet, sur le chemin de l'école, c'était un sujet important, mais il y avait quelque chose d'assez facile, d'assez attirant dans le sujet. We Have a Dream, c'est plus compliqué parce qu'on parle du handicap. C'est très touchant, etc. Mais au moment de la sortie, on se rend compte que sur le grand public, alors que le film l'est vraiment, si on met des familles dans la salle, vraiment tout le monde aime le film. Mais en tout cas, on n'a pas réussi à convaincre le grand public de venir voir ce film en salle. Mais vraiment, c'est zéro. C'est-à-dire qu'on sort le film sur 160 copies. Je pense que sur le grand public, on fait 5000 entrées. En revanche, là aussi, on a acquis avec le temps l'idée que sur les documentaires, il faut faire autre chose. Et donc, depuis 1 an, on travaille sur le public scolaire sur ce film. On a même presque 6 personnes qui appellent depuis des mois les collèges, lycées, etc. pour montrer le film aux enseignants, etc. Et le film qui ne rencontre aucun succès auprès du grand public, il a remporté un succès incroyable auprès des profs, du ministère, etc. Et là, donc, ça ne se voit pas, c'est-à-dire que vous ne l'avez pas cité dans les meilleures entrées de l'année, mais il le sera bientôt. C'est-à-dire que là, on est à presque 80 000 entrées. C'est pour ça que je ne l'ai pas cité en même temps. Et en fait, c'est assez drôle. Là, par exemple, dans le film français, la première semaine, c'était dans les flops. Les 2-3 premières semaines, c'était échec, etc. Et puis, en fait,
après les vacances scolaires, d'un seul coup, on fait, alors il n'y a que 50 ou 60 copies chaque semaine, mais il y a chaque semaine 7000 élèves qui vont voir le film. Donc là, on est presque à 80 000 entrées. Puis je suis sûr qu'on se reparle dans 6 mois, on sera à 100 ou 120, et puis que peut-être l'année prochaine, on sera à 200. Donc c'est très marrant parce que c'est pas du tout le même genre de documentaire. Sa carrière est totalement invisible du public classique, mais en revanche, il y a plein d'enfants qui vont le voir. Voilà. C'est bien, vous avez brassé tous les sujets que je voulais aborder. Je vous remercie beaucoup, cher Étienne. Karine, reprenons aussi un autre cas concernant le film d'Arnaud Despalières qui sortit cette semaine, enfin la semaine dernière plus exactement. Journal d'Amérique, un autre film d'Arnaud sort en janvier, mais son film de fiction, avec Mélanie Thierry et Josiane Balasco notamment. Concernant Journal d'Amérique, comment... pour le coup, vous avez travaillé sur ce film avec le public, avec les exploitants. Alors, peut-être, j'ai pas mal de choses à dire. Enfin, voilà, ça m'évoque pas mal de choses, vos deux interventions, donc je vous remercie. Pour répondre à votre question, peut-être remettre les choses dans un petit contexte par rapport à l'acide et dire aussi que l'acide, depuis ses débuts, en fait, c'est positionné de manière très volontaire. Il y a vraiment un volontarisme de l'association à l'endroit du film documentaire. Depuis ses débuts, je pense à des films comme Récréation, par exemple, qu'on a soutenu en 93, donc au tout début de l'acide, ou La vie est immense et pleine de dangers, de Denis Gerbrand en 95. Et donc ça a inauguré comme ça, depuis la création de l'association, un accompagnement au long cours du cinéma documentaire. Tant et si bien qu'aujourd'hui, la moitié des films que nous soutenons sont effectivement des films appartenant à ce genre-là. Et pour rebondir sur ce qui a été dit précédemment, c'est vrai que le positionnement de l'acide est un peu particulier puisqu'on a pour habitude d'aborder ces films comme des films à part entière, c'est-à-dire qu'on ne les catégorise pas immédiatement dans un genre, on va les traiter comme des œuvres qui nous ont apportées par des auteurs, des autrices, réalisateurs, réalisatrices, et on va les travailler de cette manière-là. Voilà. Et ça, c'est important pour nous de le noter parce qu'on ne fait pas de facto ce distinguo. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que le fait de soutenir depuis 92 un très grand nombre de films documentaires, évidemment, est le fait d'une sensibilité et peut-être d'une inclination particulière des cinéastes de l'association, mais pas uniquement. C'est-à-dire que ce volontarisme, il se manifeste aussi à l'endroit, j'allais dire, de règles aussi qu'on se dicte et qui font, par exemple, que quand on présente un film, quand on présente notre programmation cannoise, par exemple, quelle que soit la sensibilité des cinéastes programmateurs, on sait qu'on aura obligatoirement un certain nombre de films documentaires chaque année, puisque c'est inscrit en fait dans nos statuts. Ça, c'est très important. Et donc, sans vouloir nous vanter, on était très heureux, nous aussi, d'avoir des longs métrages documentaires à Cannes, puisque en effet, à l'officiel, donc il y avait Les Filles d'Olpha et un autre film documentaire de Wang Bing. Et puis après, seul l'Acide en fait a présenté des longs métrages documentaires. Donc ça, c'est très très important avant tout de repositionner les choses à cet endroit-là. Et alors, en ce qui concerne les publics, on considère qu'on arrive pour apporter un travail complémentaire de celui que font les distributeurs de films. Ce travail justement sur le hors-média, le travail en direction des associations, ce travail de fourmi dont tu parles, Étienne, est très important. Nous, on a décidé finalement d'investir encore un autre endroit, et là je vais répondre à votre question. Cet autre endroit, c'est celui de fidéliser sur l'idée justement de la richesse de ces œuvres documentaires un public et de mettre en place des actions plus éditorialisées pour mettre ces films dans des écrins et travailler les publics au long cours. Donc typiquement, sur le film d'Arnaud Despalières, c'est le cas. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, nos jeunes ambassadeurs et ambassadrices qui vont visionner le film en projection de presse et qui s'engagent ensuite à le soutenir, à en parler à leurs camarades. Et on est en train de co-organiser une séance, justement, au Saint-André des Arts, pour cette fois-ci cibler un public plus jeune. Si je me souviens bien des chiffres, il me semble que la fréquentation du documentaire par le public jeune, en tout cas le public jeune représente 28%, il me semble, du public du cinéma documentaire. Donc il y a vraiment du travail, il faut qu'on se retrousse les manches. Et l'idée pour nous, c'est justement de mettre en place des actions
à l'année pour faire découvrir ce cinéma à nos jeunes ambassadeurs et ambassadrices. Alors je ne sais pas si c'est le moment de développer là-dessus ou pas, si on aura l'occasion d'en reparler au cours de cette table ronde, mais en tout cas sur le film d'Arnaud Despalières, c'est ça, c'est-à-dire que nous on arrive dans un second temps déjà. Il est important de noter que pour nous la temporalité, la durée de vie des films est très importante. Les premières semaines d'exploitation sont la prérogative des distributeurs et nous traditionnellement on s'inscrit vraiment à partir de la 3e, 4e semaine pour justement inciter les films, enfin inciter les salles à les programmer dans le temps et allonger la durée de vie des films en salle. Ça m'amène aussi à revenir sur une chose que tu as dit tout à l'heure, Étienne, sur ces fameuses tournées justement des cinéastes. Ça, c'est vraiment un sujet qu'on porte depuis de très nombreuses années, c'est-à-dire qu'on constate que pour qu'un film soit programmé, de plus en plus, et depuis longtemps, il est nécessaire que le cinéaste se déplace en salle. C'est souvent une condition sine qua non. Ce qui veut dire que dans le cas du cinéma documentaire, énormément d'auteurs-réalisateurs sont sur les routes pendant des mois et des mois. Donc ne peuvent pas se consacrer à de nouveaux projets ou de manière plus chaotique. Et que cet accompagnement des films est un travail et que tout travail mérite salaire. Et ça, c'est vraiment très important aussi de le dire. Donc c'est vraiment... On parlera du rapport tout à l'heure. Voilà, donc voilà, mais c'est important de le dire aussi dès à présent. Mais voilà, tout ça pour dire que sur ces films-là, on programme plusieurs semaines après la sortie. On actionne évidemment tous les leviers en ce qui concerne les publics scolaires, nos partenaires au long cours, et on fait un travail de découverte et de sensibilisation à ces films dans nos réseaux. Donc on a nos propres réseaux acides, des spectateurs acides et des jeunes ambassadeurs. Voilà. Merci. Victor, on peut aussi un peu continuer sur le même thème, sur le thème des cas spécifiques. Je le disais tout à l'heure, La rivière de Dominique Marché est en salle au Méliès en ce moment, donc vous le gardez la semaine prochaine, d'après ce que vous me dites. Quel travail spécifique avez-vous fait, si tant est qu'il y en ait eu un, avec ce film ou prenez un autre film si ce cas n'était pas... Ah si, on peut évoquer celui-ci ou le cas d'un film Jour de fête, puisque le Méliès est un peu une exception. Donc on m'a appelé hier en me disant ce serait bien d'avoir un exploitant à la table ronde. Donc je suis très content, merci pour l'invitation. Mais le Méliès jouit de privilèges que beaucoup de salles n'ont pas. Donc je voulais simplement... À savoir que nous sommes une salle publique très soutenue politiquement et que nous avons un territoire très cinéphile avec une dynamique. Notre public est dense, divers, fidèle et voilà. Je pense que tout le monde est au courant que Montreuil est une ville dans laquelle plus de 10% de la population est intermittente du spectacle. Il y a des avantages. Quand on a une salle de cinéma sur ce territoire-là, dont ne jouissent pas d'autres collègues exploitantes et exploitants. Et je pense qu'il faut le rappeler, parce que sinon, je vais parler de choses qu'on ne pourrait pas forcément reproduire ailleurs. Vous voulez dire que tout va bien chez vous, c'est ça que vous voulez dire? Non, je ne dis pas ça. Mais pas mal quand même. Voilà, quand même pas mal. Et on a beaucoup de chance, parce que dans cette salle, il y a des cinéastes qu'on a reçus au cours de l'année écoulée. Sébastien Lifshitz sera au Méliès samedi soir pour l'avant-première de Madame Hoffman. Les films Jour des fêtes, on les travaille quasi tous avec beaucoup de rencontres. On l'a fait sur Nous étudiants il y a une quinzaine de jours. Et donc ça, c'est vraiment l'ADN du Méliès. Et c'est pour ça que la question que soulevait Karine sur l'accompagnement financier des cinéastes qui se déplacent en salle est importante. Je ne dis pas qu'on a une solution à proposer, nous, Méliès, ou en tout cas Cinéma d'Est Ensemble, puisqu'on fait partie d'un réseau. Mais c'est déjà un sujet qui avait été discuté lors d'une table ronde au Cinéma du Réel, je crois que c'est cette année, où on a une table ronde sur à peu près la même thématique. Et pour moi, un des points majeurs de la discussion avait été cet accompagnement des tournées, qui est crucial, et pas uniquement autour de la date de sortie, mais bien avant, comme c'est le cas pour Gilles Perret, qui viendra le 29 janvier au Méliès, et bien après, je vais faire un peu de promo, je suis désolé, bien après pour les tournées régionales, etc. Mais je sais qu'un grand nombre d'associations de salles font
trouvent des moyens de financer les tournées de réalisatrices et réalisateurs. Sur la rivière, alors c'est un film qui est un coup de cœur de l'équipe du Méliès, que on avait... il se trouve que Dominique Marchais avait une carte blanche, une rétrospective dans la programmation du FIFIP cette année à Bordeaux. Et donc, on a travaillé depuis longtemps. C'est un film que j'ai en tête. Et on travaille de pair avec beaucoup de gens pour faire en sorte que ce film existe. Je crois, j'ai les chiffres du Méliès, mais pas ceux de la première semaine d'exploitation, que le film ne marche pas aussi bien que l'aurait espéré son distributeur, qui a engagé, je crois, beaucoup d'argent. Et en même temps, c'est un film immense d'un réalisateur que j'aime beaucoup. Et il se trouve que moi, je m'attendais à ce que le film fonctionne davantage, mais je pense que j'avais une vision. Là, je vivais dans ma bulle de. J'ai bouffé du Dominique Marchais pendant des mois et j'ai l'impression que tout le monde en a envie. En plus, je me disais, c'est la parfaite. C'est un film qui réunit parfaitement un thème, un sujet d'une actualité brûlante et en même temps une forme documentaire d'une grande intelligence. Une mise en scène, etc., autour du Gave de Pau. Donc, il se trouve que je crois qu'effectivement, alors pour répondre à votre question, on s'en est un petit peu mieux sorti qu'ailleurs, mais on a fait une première du film, comme on l'avait fait sur Nous étudiants, et pour travailler cette séance-là, on l'a intégré dans le cadre d'un festival partenaire qui s'appelle Arcadia, qui est un festival de films environnementaux. C'était également le partenaire de la sortie de Nous étudiants. Il y a eu un travail de fond avec l'Association des cinémas de recherche en Ile-de-France qui soutient le travail de Dominique Marchais, qui a édité un livre d'entretien qu'on fait gagner aux spectateurs. Et puis après, vous imaginez bien que pendant plusieurs semaines, sur le terrain, en l'occurrence de l'Est parisien, moi je contacte toutes les structures avec lesquelles on travaille régulièrement sur des questions environnementales, écologiques, parce que je sais que c'est un film qui va les toucher. Et là, il y a une double approche qui est celle de le mettre en avant dans notre programmation comme étant un des coups de cœur de cinéma du mois, quel que soit le genre, etc. Et puis de faire une approche thématique qui, moi, à vrai dire, ne me pose pas de problème dans la recherche de public, parce que j'ai l'impression que c'est en allant parfois chercher des gens à travers le thème d'un film, on crée des formes d'émerveillement par rapport à la forme qu'a le film. Donc voilà, c'est un travail c'est deux axes de travail. Vous savez déjà combien de temps vous voulez le garder en salle, le film? J'étais en train de vérifier sur le programme du Méliès. C'est très fluctuant, c'est très... fonction entre le travail que vous entreprenez, la fréquentation en salle, comment est-ce que vous décidez de garder ou pas un film, alors celui-là ou un autre, mais un documentaire en salle? Alors là, je vais me situer dans l'organigramme du cinéma, c'est-à-dire que j'ai une chef formidable qui s'appelle Marie Boudon, qui est la programmatrice du Méliès, et c'est elle qui fait ses choix de garder les films 2, 3, 4, 5, 6 semaines. Nous, on programme au mois, comme pas mal de salles de la périphérie parisienne, et ça permet un engagement à la fois vis-à-vis des distributrices et des distributeurs, et puis aussi un engagement vis-à-vis de notre public qui est informé des dates de passage d'un film, du début jusqu'à la fin, la durée minimale, mais également la durée moyenne de diffusion d'un film au Méliès n'est que de 2 semaines. Il y a quelques films qu'on garde 3 semaines, je viens de vérifier, La Rivière n'en fait pas partie, j'aurais aimé, mais voilà, pour plein de raisons, et on ne le garde pas plus longtemps, j'imagine aussi parce qu'on accueille un festival à partir de demain qui est un festival organisé par l'association Montreuil Périphérie, les rencontres du cinéma documentaire, tout à fait dans le thème de ce soir. Donc, étant donné qu'on a la chance d'avoir les films en sortie nationale pour beaucoup de titres, on les garde généralement plutôt sur le début de leur carrière, et il nous arrive après de les reprendre en fonction des résultats. Et c'est plus compliqué pour nous parce qu'on programme à 5 semaines, donc ça veut dire revenir un petit peu sur un film alors qu'on l'a déjà plus à l'affiche, mais ça a pu arriver. J'imagine que Sébastien vient chez vous dans le cadre de ce festival Sabni. Sébastien, quelle relation par rapport à ce que disaient Karine et Étienne vous avez avec votre public? Est-ce qu'il est fidèle? Est-ce que vous allez le rencontrer? Est-ce que justement c'est un travail
de tous les jours, j'allais dire, par rapport à la sortie de vos films, d'aller justement, non pas prêcher la bonne parole, mais en tout cas essayer de construire une fidélisation avec votre public et d'échanger avec lui. Est-ce que ça fait aussi partie vraiment du travail du cinéaste et de la façon dont on construit aussi une carrière, du coup, ou une œuvre même? C'est un peu compliqué pour moi de parler du fait d'avoir un public, mais ce que je me suis rendu compte quand même, ça fait maintenant, l'année prochaine, ça fera 30 ans en fait que je fais des films. Donc, qu'il y a eu une certaine régularité et que je pense que ça a créé probablement une sorte de noyau de gens qui s'intéressent à mon travail, mais c'est vrai que des fois, quand je fais des tournées, j'en retrouve certains comme ça qui viennent vous parler, qui vous disent j'ai vu celui-là, etc. Mais pour reprendre un petit peu aussi ce qui s'est dit, c'est vrai qu'un réalisateur est obligé, au moment de la sortie d'un film, d'accompagner ce film, ça c'est sûr. Moi, j'ai une fascination de ce travail de maillage qui est en France et du travail des exploitants que je trouve juste extraordinaire, qui est assez unique quand même. Hein. Enfin, franchement, quand je voyage beaucoup, je vois ce qui se passe aussi dans les pays étrangers. C'est pas du tout la même chose. Peut-être en Belgique, on pourrait dire qu'il y a aussi ce travail très sensible, je trouve très au plus près du public et du public vraiment local. Ce qui fait que je trouve que on pourrait dire que vraiment je trouve que la France est vraiment un pays cinéphile. Et cette cinéphilie, c'est pas perdu. Ce qui est compliqué, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien que l'arrivée des plateformes, l'âge d'or des séries qu'on est en train de vivre, change le rapport à la consommation des récits, en fait. Les gens... et c'est comme ça, c'est une chose sur laquelle on ne peut pas lutter, d'une certaine manière. C'est-à-dire que, notamment le public jeune, a ce désir, tout d'un coup, qu'on leur raconte à la fois des sujets, des histoires, de voir des nouveaux visages qui est différent. Et on voit bien que, peut-être, il y a 10 ans, le rapport que le cinéma d'auteur avait avec ce public, qu'on pouvait rencontrer justement dans les salles en province et un peu partout, a complètement changé en fait. Ce public a tendance à complètement disparaître. Les gens vivent une espèce, je trouve, on est dans une époque de cocooning en fait. On consomme chez soi, devant son ordi ou devant sa télé, et du coup le rapport à la salle est quand même, je trouve en France globalement préservé par rapport à d'autres pays à l'étranger où la chute de fréquentation est gigantesque. Mais on voit quand même que par exemple, moi, au bureau de prod, où je vais régulièrement, les choses dont parlent les gens à la prod, c'est d'abord des séries qu'ils ont vues. Ils ne parlent pas des films. C'est très rare, en fait, quand ils parlent des films. C'est vraiment l'exception. Et je suis vraiment dans un milieu de cinéma d'auteur, etc. Donc on voit bien que le réflexe, l'excitation, les centres d'intérêt, en fait, qui animent en fait, toutes ces personnes qui sont vraiment du métier, passe d'abord par les séries. Et ça, c'est vrai que ça interroge, en fait. En tant que cinéaste, moi, ça m'interroge sur la forme des récits, sur les sujets, sur la manière aussi d'accéder à des films et de les consommer. Donc voilà. Mais ça peut aller jusqu'à envisager des séries documentaires ou un documentaire sur un temps beaucoup plus long, en 4, 5, 6, même si en l'occurrence ce serait peut-être pas pour la salle, mais dans le phénomène de création d'écriture. Si le sujet le demande, oui, pourquoi pas, bien sûr. Enfin, il faut vraiment que le sujet parce que c'est ça qui est aussi formidable avec la création des séries, c'est que tout d'un coup, vous avez une vraie possibilité de développer un sujet, une histoire qui a besoin de temps, en fait, soit sous la forme d'une enquête ou autre. Mais par exemple, je me souviens d'un documentaire en 5 parties sur O.J. Simpson qui est passé sur Arte, qui était absolument fantastique, qui venait croiser à la fois le fait divers d'O.J. Simpson et l'histoire des Noirs aux États-Unis depuis l'après-guerre jusqu'à aujourd'hui. Et je trouvais qu'il y avait une construction dans ce récit qui faisait quand même 5 fois 1h30, qui était prodigieux. En fait, c'était une espèce de récit comme ça global. Quelqu'un qui faisait, je crois, pour la première fois un documentaire, ou peut-être la deuxième. Et je trouvais qu'il y avait une maîtrise. Et là où la forme de la série se justifiait complètement.
Étienne, vous sentez aussi ces mutations merci Sébastien, ces mutations par rapport au public, la façon donc de distribuer des salles et d'avoir des interlocuteurs, des exploitants qui vous parlent de ces mutations du public, c'est quelque chose que vous sentez fortement? C'est assez complexe vraiment de savoir précisément ce qui se passe, parce qu'on a quand même vécu la crise du Covid qui a été un truc énorme, et j'ai l'impression que depuis, on est dans une reprise très forte, avec des changements, mais ces changements, il y a une partie qui est liée quand même à l'après-Covid, et aussi je dirais à la manière dont le cinéma s'est réorganisé sur l'après-Covid, et une partie qui est liée aux usages qui changent chez les jeunes, etc., mais qui ont aussi changé peut-être pendant le Covid chez les seniors, notamment au travers de la découverte par certains des plateformes d'Arte.fr et d'autres plateformes sur lesquelles ils sont allés. Après, j'ai du mal à être certain de moi encore, parce qu'effectivement, il y a des choses qui ont l'air assez profondes. Là, par exemple, nous, distributeurs indépendants, sur la période septembre-décembre, on vit vraiment une période extrêmement difficile dans la programmation des films. Mais il y a plein de facteurs à ça. Et des films, il y en a plein. Alors, c'est sûr qu'on est un peu en bout de ça, mais on a quand même eu le retard pris sur les 2 années. Moi, cette année, je sors 18 films. L'an dernier, 18 aussi. Normalement, on en sort 12. Donc, forcément, il y a un moment où on en sort trop. Et le marché a du mal à absorber tout ça. Donc, il y a trop de films sortis. Voilà, on va sans doute revenir à quelque chose d'un peu plus équilibré. Il y a eu des changements dans les pratiques des professionnels. Donc là, c'est bien, on est au CNC, on en parle beaucoup avec le CNC, mais c'est sûr que nous, distributeurs indépendants, on a vraiment un besoin fort qu'il y ait une régulation qui se remette en place, que les engagements de programmation soient homologués, etc. Parce que les pratiques post-Covid ont beaucoup changé. On a permis des choses, on s'est autorisé des choses après Covid. Par exemple, de sortir les films beaucoup plus largement, parce qu'au début, il n'y en avait pas assez. Enfin voilà, il y a plein d'endroits où ça a changé, et le problème, c'est que finalement certains se sont rendus compte que c'était peut-être pas si mal de sortir les films larges, très très larges. Donc il y a beaucoup de films qui ont des plans de sortie énormes, et forcément au détriment d'autres films, parmi lesquels, on est là pour parler du documentaire, les documentaires et les films les plus fragiles. Donc c'est vrai qu'il y a ça qui a changé. Puis après, il y a effectivement un changement, mais qui était latent déjà avant. Hein, ça fait un moment que c'est d'espèce de concentration du regard sur certains films plus que sur d'autres. C'est vrai de la presse, c'est vrai des exploitants, c'est vrai de tout le monde en quelque sorte, et finalement des spectateurs. Et donc tout cela mis bout à bout conduit à une concentration énorme aujourd'hui sur les films. C'est-à-dire que certains films cartonnent, mais il y en a 3-4 dans la semaine qui trouvent une place, à la fois en étant très exposés, en trouvant du public, etc. Et pour tout le reste, c'est vraiment dur. Alors là où je suis quand même un peu optimiste sur le documentaire, mais ça suppose énormément de travail en amont, c'est que pour moi cette année, c'est un peu le seul endroit où on trouve, finalement c'est là où on va faire nos succès cette année, succès en nombre d'entrées et succès économique. Sur les fictions, on perd énormément d'argent cette année. Sauf quelques-unes. C'est très conjoncturel, ça, ou non, oui, c'est conjoncturel aussi à la nature des films, mais aussi à la période. C'est-à-dire qu'il y a certains films que je viens de sortir, je pense que si je les avais sortis cet été, comme Les Filles d'Olpha, on aurait réussi à trouver le public. Là, on n'arrive pas à trouver des salles. Donc, si on n'a pas de salle, on risque pas de marcher. Voilà. Donc, c'est compliqué, mais on a aussi du mal à avoir j'appelle ça le regard, mais c'est vrai que pour qu'un film marche, il faut qu'il soit exposé dans la presse, il faut qu'il soit exposé dans les salles, il faut qu'on arrive à lui donner de la visibilité, même en investissant. Au mois de novembre, c'est presque dur d'investir pour un distributeur aujourd'hui, parce qu'on est tous en concurrence sur l'achat d'espace, d'affichage, etc., avec plein de monde, avec les plateformes, avec les marques de luxe, etc. Donc il y a des semaines où on n'arrive pas à avoir les réseaux qu'on souhaite avoir, à faire la promotion au bon endroit sur les films. Donc c'est un peu un millefeuille de problèmes qui font que c'est plus dur de sortir un film en ce moment que ça n'était
le 10 mai ou le 5 juillet, date de sortie des Filles d'Olpha, par exemple. Voilà. Mais sur le doc, là où on arrive un peu à... Enfin, nous, jour de fête, après, c'est pas le cas de tous les films, parce que je vois avec tristesse, effectivement, les résultats de La Rivière. Sur certains films, parce que le sujet est très fort et quand même désiré par une typologie de public, on arrive sur la durée à les faire exister quand même, par d'autres moyens. C'est-à-dire que quand sur les fictions, en fait, c'est vraiment, il faut investir massivement sur les 15 jours avant la sortie, puis ça sort et c'est 0 ou 1, c'est binaire, ça marche pas. Si ça marche pas, c'est fini et puis on passe à autre chose. Sur le doc, on voit que ça peut ne pas être fini. C'est-à-dire que si il y a effectivement quelque chose qui se produit, ça peut être effectivement qui se passe. Je dirais, il y a un coup de cœur énorme d'une partie de la profession, de la presse par exemple, sur un auteur, sur une forme, etc. Bon, peut-être que sur la durée, parce que aussi l'investissement n'est pas forcément le même sur le documentaire que sur la fiction, le film va pouvoir trouver son équilibre. Ce que je décrivais sur We Have a Dream, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, si ça avait été une fiction, le film, il s'était vraiment fini au bout d'une semaine. Là, finalement, on va avoir une durée longue. En fait, il y a quand même le droit quelque de couper chose... Étienne, Oui, pardon. Oui, en fait, sur cette notion de désir, en fait, du rapport du public à un film, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a quelques films qui peuvent générer ce désir très fort. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même beaucoup de films beaucoup plus fragiles sur des sujets, comment dire, un peu plus obscurs ou moins identifiés et qui tout d'un coup s'écrasent, mais littéralement. Ce qui n'était pas le cas en fait avant le Covid. C'est-à-dire qu'il y avait quand même un espace. D'abord, il y avait un peu moins de films quand même. Et c'est pour ça que l'arrivée des plateformes a quand même complètement changé la donne. C'est-à-dire que le volume de production est énorme, l'offre est énorme, les gens sont quand même extrêmement sollicités de tous les côtés. Et donc ça crée... Mais alors, il y a le problème du volume de la production, mais c'est aussi des nouvelles formes, en fait, aussi de récits. Et il ne faut pas négliger le fait que vous avez un nouveau public qui regarde ces films-là et s'imprègne, en fait, de cette nouvelle forme, de ces nouveaux sujets. Et donc, et ça, c'est ça. Enfin, moi, je le constate quand vous parlez avec des gens de différentes générations. Vous voyez que ça a transformé quand même les regards, en fait, et de ce rapport au film. Donc, c'est pas pour rien s'il y a cet écart de plus en plus dont tu parles, c'est-à-dire qu'il y a certains films où tu arrives à tirer ton épingle du jeu et à les faire véritablement exister, que ce soit en termes médiatiques ou face à un public, mais il y a des films qui littéralement sont presque mornés d'une certaine façon. Mais je me souviens par exemple, quand Petite Fille est sortie en Angleterre, eux, comme il y a un effondrement en fait, des entrées en salle, globalement, en fait, maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils font une sortie simultanée, plateforme, salle, en fait. Il y a peu de salles. Et la loi leur permet en fait de faire une sorte de diffusion maximale pour donner le maximum de chances justement à un film de pouvoir exister et à un documentaire en l'occurrence français sur une petite fille trans. Donc j'avais toutes les chances de m'effondrer là-bas. Et donc pour pouvoir essayer de protéger au maximum le film, il y a ces mesures qu'ils ont mis en place et qui permettent justement de pouvoir un tout petit peu rééquilibrer les choses. Du coup, Karine, Victor, par rapport à ces changements de comportement, est-ce que ça veut dire qu'il faut changer les méthodes de travail? Est-ce que vous les appréhendez différemment, ces différents comportements? Est-ce que ça remet un peu les choses ailleurs? Est-ce que c'est une vraie réflexion un peu difficile et douloureuse que vous avez? Comment ça se passe? Alors, ce que je peux dire, c'est que en t'écoutant, Sébastien, effectivement, ça me fait réfléchir cette histoire des séries, et on se l'est tous posé, c'est-à-dire qu'on s'est tous dit, mais c'est incroyable, tout le monde parle de séries alors qu'on est dans le secteur du cinéma. Même à la CID, vous parlez de séries autour du café. On parle de séries, vous vous rendez compte. Mais je crois que, et ça c'est pas de moi, ce sont les sociologues des publics qui le disent, comme Emmanuel Etis, c'est-à-dire que ce qui est important pour les gens, c'est le commun. Finalement, c'est d'avoir quelque chose en commun à partager, c'est la rencontre, etc. Et finalement, ce qu'offrent les séries, c'est ce commun, puisqu'elles sont facilement accessibles au public. Donc, il est facile d'avoir un objet commun pour une conversation entre personnes qui se connaissent et qui se rencontrent. C'est un peu mieux que la météo, quoi. Voilà. Le problème avec les films qui nous occupent, c'est que, d'abord, ce sont des films qui sont difficiles d'accès.
C'est-à-dire qu'on adorait pouvoir créer du commun avec ces films-là, mais encore faut-il qu'il y ait suffisamment de séances. Et l'ennui, c'est que c'était déjà le cas. C'est-à-dire que je me souviens, il y a quelques années, à la CID, on se battait avec certaines salles, justement pour que les films documentaires puissent avoir droit à davantage qu'une séance événementielle autour de l'avenue d'un cinéaste, ne serait-ce que pour que le bouche à oreille s'active localement, etc. C'était une bataille qu'en général on arrivait à gagner et on était très content de ça et ça nous permettait quand même d'avoir quelques séances derrière. Maintenant, c'est de plus en plus compliqué, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de séances uniques dès les premières semaines de sortie. Hein. Donc l'accès est compliqué. Et pour arriver jusqu'à la salle, c'est tout un parcours du combattant, parce que si on remonte le fil, mettons par exemple quand on présente des films à Cannes lors de notre programmation, on a quand même beaucoup de chance, puisque toutes ces dernières années, on a réussi à faire en sorte que quasiment tous les films soient distribués. Mais justement, les négociations sont de plus en plus difficiles pour convaincre un distributeur d'acquérir un film comme ça dans son line-up. Je parle sous le contrôle d'Étienne, mais c'est vrai qu'on sait très bien que là, il ne s'agit pas de jugement de valeur et de jugement de la qualité des films, puisqu'elle n'a pas changé pour le coup. Mais comment convaincre un distributeur à prendre un certain type de film, et là, en l'occurrence, non pas ces films qui seraient portés par un sujet fort, à impact, mais des films qui sont justement dans cette zone dont tu parles, c'est-à-dire, j'aurais pas envie de dire fragile, parce que ça me fait mal, mais fragilisés par le marché, dont le sujet n'est pas très facile à cerner. Ces films-là, comment est-ce qu'on peut vous convaincre de les prendre ? On sait très bien que c'est une prise de risque pour vous. Donc déjà, il faut que le film puisse arriver à être distribué. Et une fois qu'il est distribué, eh bien, il faut pouvoir accéder aux salles. Et donc, il y a de plus en plus de difficultés à entrer dans les prévisionnements, par exemple. Donc ça, c'est une première barrière. Et puis après, une fois qu'on accède aux salles, c'est compliqué aussi d'avoir plusieurs séances. Donc voilà, c'est pas pour me défausser, je vais répondre à la question plus spécifiquement du public, mais je pense que c'est important quand même de se la poser en termes d'accès au film, dans un premier temps. Et après... pour nous, modestement à la CID à notre niveau, en ce qui concerne les spectateurs, puisqu'on s'est fait fort d'avoir un lien direct avec eux, il est certain que nos spectateurs acides adhérents sont le public du cinéma documentaire, CSP+, plus de 50 ans, etc. Ils sont là, ce sont les fameux spectateurs assidus. Et ces spectateurs assidus sont toujours là. Effectivement, on est heureux de les avoir à nos côtés. Par contre, sur le public jeune, c'est vrai que pour nous, il y avait nécessité de rentrer dans un dialogue avec justement ces jeunes et leurs pratiques, et de leur demander ce qu'ils regardaient, de s'intéresser aussi à ce qu'ils regardent, à la manière dont ils en parlent. Typiquement, par exemple, avec les jeunes ambassadeurs, il nous est arrivé de faire des vidéos sur TikTok que je serais bien incapable de faire, et franchement, je pense que je ne serais pas particulièrement prescriptrice. En revanche, eux le sont auprès de leurs pairs. Donc l'idée, c'est plutôt d'entamer un dialogue, d'essayer de comprendre ce qui les intéresse, et de les amener aussi à découvrir d'autres formes, en leur disant, après tout, puisque vous êtes consommateurs de formes très diverses et que vous êtes ouverts, moi je crois, à la curiosité du public jeune pour la recherche. Je pense qu'au contraire, ça paraît contre-intuitif comme ça, mais au contraire, je pense que le public jeune est très ouvert à des formes un peu audacieuses. Et bien de dire, voilà, dans la pluralité des formes que vous consommez, entre guillemets, en parlant de consommation culturelle, eh bien, vous pouvez très bien aussi vous intéresser à ces formes-là. Et donc, j'allais dire, le travail se fait dans le cadre d'un dialogue ouvert. Voilà, une première réponse. Victor, j'ai bien compris que le public du Méliès était magnifique, fidèle, cinéphile, extraordinaire, qu'ils avaient le temps de venir au cinéma. Mais est-ce que vous sentez aussi, peut-être plus par rapport au documentaire qu'à la fiction, des mutations sur le public, sur l'âge, sur l'intérêt qu'ils portent au documentaire, sur la façon dont ils vous en parlent, l'appétence qu'ils peuvent avoir? Est-ce que c'est quelque chose de... Ou, encore une fois, le Méliès est un petit îlot préservé dans la grande mer agitée du documentaire en salle? Non. Alors, pour cette dernière question, non. Pour la question de l'évolution,
moi, ça fait 3 ans que je travaille au Méliès, donc je vais avoir du mal à vous dire en 10 ans il s'est passé ça, parce que je sais pas tellement quelles étaient les pratiques. Le lieu du cinéma a changé, on a gagné 3 salles. De quoi il vous parle le public Bien sûr. J'y viens, pardon. Et je trouve ça effectivement bien de revenir très spécifiquement sur le documentaire dans l'idée de ces pratiques de visionnage de films chez soi ou à l'extérieur, etc. Parce que du coup, si on reste sur le documentaire, vous avez cité le chiffre de 28% de spectateurs et spectatrices de documentaires sont des jeunes, c'est ça ? Selon l'IGAC, voilà. Qui rapporte les chiffres du CNC, j'imagine. Alors, moi, je trouve ça très bien. Enfin, vous avez dit, il y a encore pas mal de travail. C'est déjà beaucoup, puisque c'est à peu près ce qu'ils représentent dans la population. Donc, finalement, on peut se réjouir. On peut se réjouir de ça. Après, je me demande effectivement, est-ce que c'est surtout des spectateurs de True Crime Stories, donc de séries sur des faits divers sur Netflix qui cartonnent ? Pourquoi pas ? Et visiblement, ça vous plaît aussi. Bon, pas sur Netflix, mais la série de Jay Simpson, c'est une narration qui reprend... Ouais, série de Jay Simpson, c'est pas un True Crime Story quand même. Enfin, c'est plus que ça. C'est plus ambitieux que ça. Tu la loges là, quoi, direct. Non, je l'ai pas vu. Je sais pas. Bah, disons que j'imagine là. que elle est associée à un fait divers de la même manière que... Enfin, j'ai l'impression que les séries sur des affaires françaises iconiques ont cartonné, étaient par ailleurs des grands... Non, mais c'est pas Faites entrer l'accusé, tu vois, dont on est en train de parler. D'accord. Making a Murderer, par exemple, est une série fascinante. Voilà, il y a des séries qui sont pour moi... Enfin bon, bref, pardon, je t'ai coupé. Non, mais c'est bien de préciser, parce qu'effectivement, vous vous rendez compte que j'y connais rien. Parce qu'on les sort pas en salle. Et c'est pour ça qu'on les regarde pas, puisque les exploitants, à la différence peut-être des autres corps de métier, discutent rarement de séries entre eux, puisqu'on passe notre temps à regarder les films que vous nous proposez, avec plaisir d'ailleurs. Et donc, sur la question de ce que nous disent les publics, en fait, je me disais, autant partir de la fréquentation, parce que c'est aussi très parlant par rapport à ce que viennent voir les gens chez nous. Et il y a effectivement... un phénomène un peu particulier cette année, puisqu'il y a cette conjonction entre de grands films sur des sujets plus ou moins identifiés ou obscurs et le prestige de festivals internationaux qui leur est associé. Donc je parle évidemment du film de Nicolas Philibert sur l'Adamant, du film de Laura Poitras, Toute la beauté et le sang versé, qui sont au Méliès des cartons, vraiment, en termes de spectateurs. Sur l'Adamant, c'est au cours des 2 dernières années le film qui a fait vraiment le plus d'entrées, 2000 entrées, voilà, si vous voulez savoir ce que ça a fait. En parallèle, sur cette question du public jeune public, c'est vrai que pour nous, il y a un gros travail auprès des scolaires qui est fait. Alors je pense que on travaille dans les 2 directions. On démarche des enseignants et les enseignants nous démarchent parce qu'ils ont été contactés par des distributeurs. Mais là, ça se concentre beaucoup plus sur, en l'occurrence, beaucoup de films animaliers quand même. Non, mais c'est vrai et je vous le dis parce que oui, un film comme Le Chêne, un film comme Lynx, c'est des films qui cartonnent chez nous et aussi grâce au travail des enseignants et des scolaires qui viennent. Alors là, c'est peut-être plutôt des primaires que des collégiens et des lycéens. Alors, on pourra parler des Filles d'Olpha, qui est vraiment un film qui a vraiment été aussi un très beau succès. C'est le 3e meilleur résultat des films documentaires chez nous au cours des 2 dernières années, avec 1400 entrées. Voilà, je vous donne des informations très précises, mais attention, il est dans la semaine Télérama, donc on va en faire encore plus. Non, mais c'est un peu à la manière de Little Girl Blue qu'on a sorti il y a 2 semaines. C'est des films qui ont aussi suscité l'intérêt de Mona Achache avec Marion Cotillard sur Carole Achache, sa mère. Et c'est des films qui, par l'imbrication et par leur forme hybride, ont quand même attiré la curiosité de beaucoup de spectatrices et spectateurs. Et pour le coup, il y avait une diversité d'âge présent dans la salle, notamment pendant les rencontres, puisque c'est des films sur lesquels on a fait des rencontres qui, chez nous, contribuent quand même à lancer aussi la vie d'un film. C'est-à-dire, vous faites un complet dans la grande salle pour un documentaire, le bouche à oreille par de là, et ensuite on se dit « Ah, mais quel est ce film qui fait commun, qui fait événement en ce moment dans mon cinéma de quartier que j'ai pas pu rentrer à cette séance-là, mais j'irai voir les autres ?»
Et sur la typologie des publics, un film documentaire qui a bien marché à la fois en scolaire et en tout public auprès de spectatrices et spectateurs plus jeunes, c'est Allons enfants, qui est un des gros succès documentaires, je pense. C'est un film qui avait été sorti par le Pacte avec une promotion. Voilà, ils avaient mis un paquet sur la promo du film auprès de cette tranche d'âge-là, et ça a bien marché. Et c'est un film qui continue de marcher parce que le breakdance est aux Jeux Olympiques, qu'en Seine-Saint-Denis, c'est une discipline qui est pratiquée par beaucoup de gens. Et en fait, nous, on a pu travailler le film auprès de publics scolaires, et puis aussi en plein air, ce qui est une habitude qu'on n'avait pas, de tenter la diffusion de cinéma documentaire en plein air, et c'est assez génial. Et en fait, je pense qu'on va se mettre à le faire sur pas mal d'autres titres, et voilà, c'est des nouvelles manières d'exposer ces films-là auxquels on n'avait pas songé. Et juste un mot sur la série documentaire, parce que on nous en propose peu, enfin on nous propose presque jamais de montrer des séries. Il y avait eu à un moment donné une espèce de lubie de le faire, et puis peu de salles y sont parvenues, et aucune n'a poursuivi. Et moi, la seule expérience que j'ai en tête, c'est Raoul Peck, mais on était donc sa série, c'était Exterminate All the Brutes, une série historique au long cours. Et en fait, on l'a fait vraiment de manière événementielle. C'était très bien, mais on l'aurait pas. On l'a fait avec du lac en distribution, mais je pense pas qu'on l'aurait porté dans notre prog sur plusieurs semaines. Faisons un petit tour dans la salle. Est-ce qu'il y aurait des questions, s'il vous plaît? Non, monsieur se lève, mais c'est parce qu'il s'en va, en fait. Oui. Moi, j'avais une question, mais je ne suis pas dans la salle. Je voulais vous demander, parce que c'est des choses que j'entends, mais je n'y suis pas confrontée de manière directe. Est-ce que vous constatez des difficultés à mobiliser, par exemple, les associations militantes autour de films à ce sujet? Est-ce qu'il y a un avant-après crise Covid ou pas? Non. Non. Enfin, j'irais presque au contraire. Je trouve que les associations, enfin les films documentaires servent souvent, non pas de prétexte, mais sont regrouper les gens dans une salle pour une association, c'est formidable parce que c'est une manière aussi de pouvoir parler de soi, etc. Et donc nous, on sent que ce travail-là, il est très très pertinent sur ces films, et que la collaboration qu'on peut avoir avec les associations pour faire exister les films est cruciale. Et sur certains films, c'est la clé, quoi, vraiment. Donc le travail hors média, alors on fait des choses en interne, mais on fait aussi des choses avec des gens formidables dont c'est le métier, d'aller chercher des associations, des partenaires, etc. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait eu une baisse. Voilà. Après, ce qui est complexe, c'est que nous, on le voit, puisqu'on sort beaucoup de documentaires, mais on n'est que certains parmi plein d'autres, c'est qu'on est tous un peu en concurrence les uns contre les autres, et que les associations les plus actives, par exemple Amnesty International, etc., elles sont finalement sursollicitées sur l'année, donc elles peuvent pas. Voilà. Après, quand on a un sujet très spécifique et qu'on s'adresse à des associations qui sont très peu sollicitées, elles peuvent être très heureuses d'accompagner. Voilà. Mais en tout cas, j'ai pas noté de changement avant-après Covid. Alors, juste une autre question pour toi, Étienne. Est-ce que... Je peux y aller si vous... Non, mais c'est juste un point de détail sur l'importance grandissante de ces structures intermédiaires, comme la grande distribution, ou des gens qui font ce travail qui auparavant appartenait à la fois aux distributeurs, à l'exploitant, etc., et qui en fait se posent en experts de cette forme de médiation de terrain pour aller mobiliser des spectateurs. Est-ce qu'ils sont devenus indispensables à la sortie de films, pas forcément que documentaires, mais spécifiquement sur les documentaires? Si tu prends le cas de la grande distribution, donc Mélanie, on travaille beaucoup pas avec elle, mais on pourrait aussi tout à fait travailler avec elle en l'ayant en interne en quelque sorte. Après, elle a fait ce choix et que je comprends parfaitement, d'avoir sa propre société et de pouvoir travailler avec plein d'autres sociétés. Donc nous, sur le hors-média, on a 2 personnes en interne qui en font, et puis Mélanie a une vraie expertise sur certaines typologies de films, etc. Et puis on n'est jamais assez nombreux pour travailler sur les films en amont, etc. Donc voilà, on aime beaucoup travailler avec elle, mais avec d'autres aussi.
Là où il y a une force à travailler avec ces sociétés extérieures, c'est comme c'est leur métier unique, elles ont des interlocuteurs qui leur deviennent fidèles avec le temps. Elles font un peu comme des attachés de presse qui font que la presse et qui choisissent les films. Mélanie ou d'autres choisissent les films sur lesquels elles ont envie de travailler. Et les partenaires avec qu'elles sollicitent sont très réceptifs en général. Donc c'est un accélérateur aussi que peut-être en interne on n'aurait pas, parce que nous on travaille sur plein de typologies de films et en presse par exemple on va chercher différents attachés de presse selon les films, et en hors média on va travailler avec différents partenaires selon qu'on est, je ne sais pas, sur un film très engagé politiquement, ou au contraire, s'il y a un sujet, l'écologie, il y a d'autres gens qui sont vraiment là-dessus. Après, le hors-média, c'est quelque chose de complexe et effectivement assez récent quand même dans l'approche. Et au fond, on peut travailler énormément de gens sur ces sujets-là, et nous, ça nous intéresse énormément de construire des réseaux. Et effectivement, l'important, c'est de construire des réseaux, parce que si on doit réinventer la roue à chaque sortie, c'est complexe. Si on a déjà, évidemment, chaque film est spécifique, mais on a quand même des méthodes, des idées qu'on peut réutiliser, puis après, on en ajoute d'autres. Et c'est dans la multiplication des contacts, des partenaires, etc., qu'on arrive à construire. Oui. Ah, oula, deux d'un coup. Un micro arrive, merci. Bonjour. On a donc l'impression qu'il y a quand même un peu des vases communicants de public entre la salle et éventuellement les plateformes. Voilà, les gens restent chez eux pour voir les films. Quelles sont les perspectives de vases communicants, mais en termes de recettes, pour les ayants droit, c'est-à-dire pour les films qui marchent le mieux, je ne parle pas de tous les films qui sont sur les plateformes et qui sont exposés, qui font peut-être très peu de clics, de vues, d'actes à l'achat. Est-ce que vous commencez à avoir des remontées de recettes pour les films qui sont exposés Est-ce que je dis un gros mot? Est-ce qu'il y a des remontées de recettes pour les films qui sont exposés le mieux sur les plateformes après l'exploitation cinéma? Alors, si on parle des plateformes SVOD, la recette, elle est limitée à une éventuelle vente post-sortie. Alors, nous, sur 157 films qu'on a sortis, je crois qu'on a fait 3 ventes Netflix et point barre. Et c'était au début, quand Netflix est arrivé sur le marché et a acheté. Après, de temps en temps, je crois qu'ils achètent, mais vraiment en xème fenêtre, mais des droits très courts, pour des montants très faibles. En revanche, on a jusqu'à aujourd'hui pas accès aux données d'audience et aucun revenu proportionnel, ni pour nous, ni pour les ayants droit qu'on représente. Donc voilà, c'est plutôt sur la VOD, la VOD à l'acte, où là, on peut essayer de voir si ça marche mieux ou pas. Enfin, il y a une croissance, c'est certain. Après, sur le documentaire, comme sur la fiction, mais sur le documentaire en particulier, on essaye d'analyser les chiffres, ça reste quand même assez faible, les recettes VOD, voire très faibles, sauf vraiment exception rarissime, type Merci Patron, genre de choses. Et puis encore Merci Patron, c'était il y a 7 ans. Voilà, les marchés évoluent, mais c'est le seul endroit où on a un peu une visibilité sur une recette à l'acte, quoi. Enfin, à l'audience. Mais donc vous avez quasiment pas de remontée de recettes. Les films sont exploités sur ces plateformes de VOD. Et pour l'instant, il n'y a pas vraiment. SVOD. Non, je parle pas de SVOD, je parle de VOD. Bah si, sur la VOD, on gagne, je crois qu'on a en moyenne 1,70 € par acte. Enfin, c'est ce qui remonte au distributeur, qui lui-même va remonter éventuellement au producteur et qui remontera aux auteurs, etc., si le film est en marge. Mais donc, c'est vraiment question de nombre d'actes sur chaque film. Or, sur la plupart des documentaires qu'on sort, c'est quelques milliers au mieux. Je prends, là, Les Filles d'Olpha est sorti en VOD. J'ai vu les remonter. Là, je crois qu'on est au bout d'un mois, on doit être à 1200 actes, quoi. Donc, ça fait une recette de maxi 1500, 2000 € à la fin, quoi. C'est pas ce que j'appelle être vraiment une source de revenus très conséquent. Merci.
C'est marrant, merci patron. J'ai toujours l'impression que c'est l'exception de l'exception dans tous les cas de figure, en salle, en SVOD, en VOD. Mais non, j'ai une question. En vous entendant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de films à un moment donné. Je sais que cette question, quand on l'a dit comme ça, comment un film qui reste une semaine en salle, mais parce qu'en fait il y a tellement de films, et comment l'exploitant il peut gérer, comment le distributeur, etc., etc. Donc, enfin voilà, de votre expérience de cinéma, c'est quoi la perspective à part, il y a une saturation. On est dans des marchés archi saturés, mais en fait il y a la salle, mais il y a aussi la SVOD et la VOD. Il y a tellement de films. Donc comment, et moi qui suis producteur, comment un auteur peut émerger et comment un spectateur peut rencontrer un film au milieu de tout ça? Ou est-ce que c'est une crainte un peu surfondée? Voilà ma question. Est-ce que vous ne pensez pas que le problème, c'est surtout la concentration du marché? En fait, le problème, c'est plus une répartition des films sur les écrans. Et dans ce cas, la solution, ce serait non pas de décider, de permettre à moins de films de sortir en salle, puisque qui le déciderait et comment et au nom de quoi? Surtout qu'il y a une vraie vivacité dans la création, donc ce serait tellement dommage de couper les ailes à des auteurs, mais plutôt d'aller de manière plus volontariste vers des mécanismes de régulation qui permettraient aux films d'être mieux répartis sur les écrans. Mais je pense que si on se dit qu'il y a trop de films, alors là, peut-être qu'on ouvre la porte à des choses assez terribles. Ouais, je partage ce que tu dis. Ce qui est complexe, c'est qu'on ne va pas dire à Sébastien, ton film est en trop. On ne va pas dire aux auteurs, le film est en trop. On reçoit beaucoup de projets chaque année. Hein. On n'est pas la plus grosse boîte du marché. On doit recevoir 600 ou 700 projets par an. Donc, c'est dur de dire non à plus que 98% des projets. Donc, on en fait beaucoup. Mais en même temps, comme tu le dis, je pense que si on se penche vraiment sur ce qui se passe côté salle, au final, s'il y a 15 films chaque semaine, il y en a 10 en fait, qui n'occupent qu'une infime partie des écrans. Alors on pourrait dire peut-être que ces films-là, si on les considérait en trop, ce que pensent certains, peut-être qu'ils sont en trop dans la presse, parce que peut-être que l'un de ces films qui va faire 1000 entrées a fait 4 pages dans Libération. Est-ce que c'est mauvais? Moi, je pense pas. On a mis en avant cette œuvre et au moins, elle aura eu une visibilité quelque part dans la presse, peut-être pas dans la salle, et elle en aura peut-être une sur la durée. En tout cas, les films qu'il s'agit d'enlever, c'est, je pense, certainement pas ceux que tout le monde vise par ces mots-là, parce qu'en fait, ils prennent pas de place. Et ceux qui prennent beaucoup de place et qui font que ces films-là marchent de moins en moins, c'est ceux qui étaient avant sur 300 copies et qui sont maintenant sur 600 ou 700, en fait, qui sont partout. Et ça, c'est le sujet souvent d'autres tables rondes, mais moi, je pense que tout le monde se tire une balle dans le pied en faisant ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on habitue le spectateur à tout voir tout de suite. C'est aussi un désir des salles. Moi, je comprends les salles qui, avant, en 35 mm, avaient les films en 9e semaine. Aujourd'hui, elles peuvent, si le distributeur l'accepte, être en première semaine parce qu'il n'y a plus le problème des transports de copies, etc. Mais en même temps, on déshabitue le public de l'idée du bouche à oreille. Avant, moi, quand j'allais à Granville l'été, je voyais effectivement un film qui était passé à Paris 10 semaines avant, mais on avait eu le temps d'en entendre parler et la salle était pleine. Aujourd'hui, il y a plein de salles, de films qui sortent la première semaine et puis il n'y a personne, y compris les très gros films. Ils sont d'ailleurs surexposés, ils négocient 5 semaines, ils sont à tous les horaires à 22h, y compris le film de Noël, etc. Donc il y a des salles aussi vides sur ces films-là et les autres ne trouvent plus de place. Donc je pense que c'est, comme tu le dis, plutôt une réflexion globale sur l'exposition des films. Chacun peut trouver une place. Sans doute que ces petits, qui sont, en fait, c'est pour ça qu'on n'aime pas les appeler fragiles. Certains, en fait, sont pas fragiles. Moi, je suis intimement persuadé que certains de nos films pourraient faire comme Les Filles d'Olpha. Il va faire 150 000 entrées. D'autres ont fait 300. On a des films comme ça entre les mains. Mais parfois, on fait 3000 entrées parce qu'on n'arrive pas à les faire exister vraiment. Alors, on a la volonté, mais on n'y arrive pas. Alors parfois, il y a le miracle. C'est sûr que sur une année, moi je pense clairement que Les Filles d'Olpha est un miracle. C'est-à-dire que quand je l'ai signé, tu parlais tout à l'heure des films qui ont un sujet qui rebute tout le monde. On l'a vraiment signé parce qu'on adore Kauter et qu'on avait envie de faire les films de Kauter. Mais sur la proposition de départ, c'est compliqué de se dire qu'un film sur des jeunes filles qui vont partir faire Daesh, etc., on va faire un succès commercial.
ça devient un film commercial parce que c'est un film miraculeux, que le film est en compétition à Cannes, ce qui n'a pas été le cas sur un documentaire depuis 2004, que l'accueil à Cannes est incroyable, qu'on trouve une date début juillet qui est une bonne date, voilà, mais moi, je trouve ce film, il mériterait, comme d'autres films à Reset, faire plutôt 600 000 entrées que 150. Donc, il est aussi encore très bas par rapport à ce qu'il mériterait. Voilà. Donc, en fait, c'est ça qui est à la fois génial dans le métier de distributeur et la difficulté, c'est que faire des miracles, c'est un peu ce qu'on nous demande à chaque fois, et on y arrive une fois de temps en temps, mais pas à chaque fois. Si je peux peut-être ajouter une petite chose. Ça répond aussi un peu à ce que Sébastien disait sur l'importance du maillage au fait territorial qu'on a en France. C'est-à-dire que ma réponse est vraie en France. Elle ne le serait peut-être pas en Italie ou en Angleterre. Mais en l'occurrence, en France, on a énormément de salles qui sont des salles classées, des établissements classés arrêt essai. Matériellement, on a le nombre de salles et d'écrans suffisants pour que cette offre puisse se déployer sur tous les écrans. C'est possible, en fait. Évidemment, la réponse serait probablement différente dans un autre pays, mais on a encore cette chance d'avoir ce maillage. Pardon. Alors, moi, je ne suis pas complètement d'accord sur ce que tu disais, parce que moi, je vois une mutation quand même, en l'espace quand même de 30 ans. On ne peut pas dire que l'offre qui existait il y a 30 ans et celle d'aujourd'hui est la même, et que la sollicitation qui est faite auprès du public a complètement changé, que ce terme de saturation, il faut l'entendre quand même, c'est-à-dire que entre tout simplement le temps disponible des gens à consacrer à des films, aux expositions, au théâtre, à la danse, tout ce qui est lié finalement à l'art en fait et à la représentation, il est limité, c'est-à-dire que donc les gens sont aujourd'hui beaucoup plus sollicités, l'offre est pléthorique en fait, et donc forcément il va y avoir une concurrence beaucoup plus rude en fait entre les œuvres en fait qui sont proposées. C'est ça qui se passe en fait, c'est que c'est un peu une jungle quand même à l'intérieur, c'est un marché violent en fait, et c'est une vraie castagne en fait, et donc pour pouvoir faire exister en fait quelques films, il faut créer un événement. C'est ce que vous essayez de faire à chaque fois, c'est-à-dire tout d'un coup, mais il y a des films d'une certaine manière sur lesquels tu peux pas vraiment créer en fait des événements qui sont pas destinés à ça en fait. La nature même, par leur sujet, par leur forme, la manière dont ils ont été pensés, tu vois bien que ce sont des œuvres justement à part, et c'est pas grave en fait. Moi par exemple, s'il y a un sujet que j'ai envie de faire qui est effectivement obscur, difficile, etc. Je le sais à l'avance, en fait. Je sais que ce film sera difficile. Mais si je ressens une nécessité profonde de le faire, je le ferai, en fait. Enfin, si j'y arrive, évidemment. Peut-être avec moins de moyens, etc. Mais je ne serais pas surpris, si tu veux, que le film ait une carrière très limitée. Mais c'est pas grave. Pour moi, en tout cas, moi, dans ma démarche d'auteur-réalisateur, je ferai tout pour essayer de faire exister en fait ce film. Et je vois très bien quand, par exemple, j'évoque un sujet, que ce soit à ma productrice ou que ce soit à des partenaires avec nous, tout de suite, ça génère du désir. Je vois, donc tu vois très bien, rien que sur l'évocation en fait d'un sujet, si déjà sur l'idée, sur le concept même du film, du désir est là présent d'emblée, en fait. Et tu vois bien qu'il y a des films qui ne sont pas de même nature. Donc de dire, dans le fond, c'est juste un problème d'espace, d'arbitrage, de hiérarchie, etc. Non. Non, je veux pas dire que c'est le seul problème. Ça fait partie des problèmes. En fait, ce qui est drôle, c'est que tu as commencé en disant que tu n'étais pas d'accord, et j'ai le sentiment qu'on dit la même chose avec deux angles un peu différents. Moi, je te rejoins sur l'idée que les gens sont saturés de propositions, qu'il y a beaucoup de choses, et que, effectivement, tout ne peut pas trouver un large public. Certains films ne trouveront pas un large public. Après, la question posée, c'est est-ce qu'il n'y en a pas trop Enfin voilà, moi, toujours cette question de qu'est-ce qu'on va éliminer, parce que quand toi, tu me parles d'un projet que tu feras coûte que coûte, même s'il n'est pas commercial, je trouve ça formidable. Et dans le boulot de distribution, il y a aussi d'accompagner des auteurs. C'est-à-dire que il y a les auteurs qui veulent bien continuer avec nous, on essaye de sortir leurs films qui soient très fragiles ou pas, et le très fragile, pourvu qu'on soit d'accord avec l'auteur et son producteur pour en faire une petite sortie, et celui qui a du potentiel une plus grosse, alors tout va bien. C'est-à-dire que tous les films peuvent pas. Mais encore une fois, ce que je voulais dire, c'est, enfin, ce que je pense Karine voulait dire, c'est que effectivement,
globalement, s'il y a 15 films par semaine, quand on regarde le nombre de copies de chacun de ces films et le nombre d'écrans en France, il y a la place. Après, il n'y a pas forcément la place pour que tous les Français aient entendu parler des 15 films, ne serait-ce que parce que dans les journaux... Mais on n'est pas à 15. En fait, on est à 15 nouveaux, et puis après, il y a les reprises, etc. On est de cet ordre-là, enfin, je pense. Oui, on est au-delà de 20. Enfin, il y a même des semaines où tu peux être quand même sur un volume. Non, mais on dit parfois énorme. 23, etc. Ouais. Mais quand on regarde la réalité... Alors oui, certes, c'est pas pour dénigrer les films de patrimoine, etc. Mais sur les nouveautés, c'est de l'ordre de... Non, mais il y a une offre, mais comme il y en a aussi dans plein d'autres choses. Donc c'est vrai que quand on voit la liste comme ça arriver d'un coup, après, parmi ces 23 peut-être, il y en a 5 qui sont dans 2 salles à Paris, ou 2 salles France, tu vois. Donc c'est pas ceux-là qui vont gêner quiconque. Voilà. Donc je pense qu'il y en a 15 qui cherchent à avoir une sortie, à trouver des salles, et parmi ces 15, les 15 n'en trouvent pas, alors que les 15 devraient pouvoir en trouver. Mais ça vient aussi là, je parle contre ma profession, mais parce que de la même manière que je pense qu'il faut des engagements de programmation forts côté salle, il faut des aides fortes, par exemple, sur la prise de risque. Je sais qu'il y a beaucoup de discussions avec les gens de la RSE aujourd'hui. Certains exploitants nous disent: nous ne pouvons plus sortir vos films, il faut nous payer pour les sortir. Je pense qu'effectivement, on revient à l'idée initiale de l'ARSE, qui était de payer des salles, d'aider des salles à prendre des risques. Et aujourd'hui, ces aides sont un peu pour tout le monde. Enfin, toutes les salles ne sont pas classées, mais en tout cas, ça s'est dispersé sur beaucoup de salles qui touchent peu et qui n'ont plus envie de prendre des risques. La semaine de Napoléon, comptons le nombre de salles indépendantes art et essai qui ont pris Napoléon plutôt qu'un film art et essai. Elles le font parce qu'elles pensent que elles ont besoin de cet argent-là, mais normalement on devrait pouvoir compenser un peu, enfin en tout cas si c'est la volonté de préserver la diversité. Donc normalement, si le système retrouvait un peu de... Voilà, et je parlais des distributeurs, les distributeurs aussi, aujourd'hui, ont des pratiques, en tout cas certains d'entre nous, violentes par rapport aux salles, en demandant des durées parfois absurdes, y compris sur des films qui ne marchent pas très bien, et au détriment des autres. Prendre un écran 5 séances quand on a un film pour enfants, y compris le 22h, c'est pas pour que le film marche à 22h, c'est pour éviter qu'un autre prenne cette place. Donc je pense qu'il y a vraiment besoin, enfin, je ne suis pas le seul à le dire, et puis ça fait l'objet d'autres discussions, mais de retrouver un système qui donne plus de place à tout le monde, quoi. Voilà. L'idée du bonus documentaire, par exemple, qui va dans ce sens-là. Enfin, moi, je suis complètement, évidemment, enfin, moi, je suis pas du tout pour évidemment le nettoyage dans ce surplus de production. Au contraire, plus il y a de films, mieux c'est, parce que ça fait émerger des auteurs, ça fait apparaître des histoires, des sujets qui n'existeraient pas sinon. Donc, au contraire. Mais dans le fond, ce que je voudrais juste dire, c'est qu'évidemment qu'il y a une hiérarchie à l'intérieur de ça, en fait, et qu'elle est inévitable presque. C'est qu'il y a des sujets qui sont de nature, qui à un moment auront forcément un public extrêmement confidentiel. Voilà, pour toutes les raisons qu'on a évoquées. En fait, tu peux pas amener tous les films, même si évidemment au départ tout le monde se retrousse les manches et a cette même volonté de donner toutes ses chances à un film d'exister pour le plus grand nombre. Mais dans le fond, dès le départ, même l'évocation de l'idée d'un film, tu te rends compte, tu vois, ou pas du potentiel. Après, tout le monde peut se planter. Il y a des surprises et tant mieux. Est-ce qu'il y a une... Sinon, nous, on peut continuer à discuter. Ah, monsieur. Bonjour. C'est une question pour Étienne Olani. Sur tous les projets que vous recevez, pour décider d'un documentaire que vous allez sortir en salle, quels sont les critères qui vous aident à vous dire que celui-ci peut être pour la salle ou non? Vous parlez tout à l'heure de La ferme de Bertrand, par exemple. Quels ont été les critères de décision sur des projets que je considère comme pas forcément cinématographiques, comme peuvent l'être les films de Sébastien Lifshitz, où là, il y a une dimension cinématographique, ou Les filles d'Olpha. Qu'est-ce qui vous permet de décider que ce documentaire-là, qui n'est pas forcément si cinématographique, peut être pour la salle? Alors, c'est une question complexe, parce que si je prends juste La ferme des Bertrand, on fera tous les films que Gilles veut bien sortir avec nous. Donc, voilà. Mais après, moi, je pense que j'ai parfois des débats d'idées avec les salles sur ce sujet-là. Quand on sort un doc dont
pour certains, le sujet prime sur la forme. Je pense que c'est aussi la richesse du genre documentaire par rapport à d'autres films et du débat qu'il peut provoquer dans la salle. Moi, la salle, elle est là pour que les spectateurs voient des films, les voient collectivement. Et ce que je trouve génial, c'est l'agora qui est proposée par la salle, qui est un moment où on se retrouve et puis on peut éventuellement échanger avec un film ou avec des gens qui viennent en parler. Oui, il y a un certain nombre des docs qu'on sort dans l'année qui appartiennent à cette catégorie. Cette année, sur 8 films, je pense qu'il y en a la moitié qui sont des docs, je dirais, à sujet. Donc c'est le sujet qui m'a intéressé, le réalisateur ou la réalisatrice aussi. C'est-à-dire que on ne prend pas n'importe quel film. Et d'ailleurs, la première chose qu'on fait, c'est qu'on prend des films produits pour le cinéma. Donc parfois, une fois qu'on les voit, on se dit bon, ils sont pas très cinématographiques, mais ils ont été produits pour la plupart dans la logique de cinéma, en ayant des financements cinéma. Donc c'est quand même ça aussi une première chose. Je dirais en général, parce qu'on pourrait parler de tes films. Là où nous on sort les films de Jean-Gabriel Perriot produits par Arte, on va sortir Orlando, donc Paul B. Preciado qui est un film produit par Arte. Mais ces films-là, effectivement, alors pour le coup, on les sort parce que c'est vraiment des très grands films. Arte a un formidable travail de défrichage, etc. Certains auteurs qui ont du mal parfois à trouver la case, à produire pour le cinéma, et finalement, c'est Arte qui le fait formidablement bien. Et nous, notre jugement, c'est de considérer que ces films sont des grands films de cinéma. D'ailleurs, les grands festivals les choisissent aussi pour ça, et donc on les sort en salle. Mais sur le reste, oui, on arbitre entre certains sujets qui nous importent, parce qu'on a envie de les défendre, parce qu'on pense que c'est des sujets de société ou des sujets essentiels. Donc, et donc on les choisit sur ces motifs-là. Et après, effectivement, certaines salles peuvent nous dire ce film-là n'est pas un grand film de cinéma, donc je choisis de ne pas le diffuser. Et quand d'autres choisissent au contraire de dire non, mais ce sujet-là, j'ai envie que mon public s'en empare et en discute. Voilà. Donc on peut avoir un débat d'idées là-dessus, mais c'est un peu le propre aussi du documentaire d'être très, très diverse. Voilà. En gros. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question? Alors pas Étienne, parce que sinon on va dépasser, vu qu'il faut prendre la salle à 5h30. Il y a une projection, je crois, à 17h30. Est-ce qu'il y a une dernière question, s'il vous plaît? Bonjour. On avait commencé les échanges avec la question des associations activistes engagées, qui étaient les corps constitués en France, qui pouvaient être des relais de public et du reste. Nous, on a fait 3 documentaires ces derniers mois. Un donc, sur le rugby, qui était un film sur la jeunesse rurale, qui s'est transformé un peu en documentaire sur Antoine Dupont, parce que finalement, c'est devenu ça qui a permis d'être la caisse de résonance. On avait fait un docu sur le reggaeton, qui lui demandait de connaître toutes les communautés sud-américaines de toute la France, qui était un travail de fourmis à faire sur un peu de temps qu'on n'a pas forcément réussi à faire de cette manière. 9 mois avant, on était sur un documentaire sur l'écologie du stream, qui là encore demande des sociologies d'acteurs dans tous les sens pour les relayer, qu'ils adhèrent et qu'ils aiment l'histoire. Tout ça pour dire qu'en fait, ce travail de producteur se transforme aussi en compréhension sociologique de la manière dont le pays évolue, dont les structures évoluent aussi, comment elles sont financées, relayées. Des partenaires qui sont des relais du point de vue création ne le seront pas d'un point de vue associatif, parce que les directions ne se parlent pas dans une région, dans un département, dans une collectivité. Donc aujourd'hui, est-ce que dans les acteurs qui font le marché et la promotion du documentaire pour trouver un public, s'il n'y a pas de messages engagés, activistes, sociétaux, est-ce que vous y allez quand même ? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas un frein de se dire que si on voit pas très clairement dès le départ la solution sur la distribution, la question du désir au départ, elle est un peu tuée dans l'œuf, même si le désir est vachement important. C'est pour Étienne aussi, zut. Pardon. Au court, Étienne. Ouais, très court. Non, mais on pourra en parler avec Sébastien. C'est très dur de répondre parce que effectivement, nous, encore une fois, on choisit un certain nombre de films dans l'année. Il faut qu'on ait nous-mêmes un désir pour les sortir et qu'on y croit un peu. C'est sûr, parce que là, j'ai parlé plutôt des succès cette année, mais on a aussi plusieurs films sur lesquels on perd 200 000 euros. Enfin, ça va très vite de perdre de l'argent dans la distribution. Donc si on n'y croit pas au départ, au sujet, si on ne se dit pas oui, on pourra peut-être faire quelque chose avec le film, c'est sûr qu'on n'y va pas. Donc après, dans tous les multiples projets qu'on reçoit, il y en a pour lesquels on se dit non tout de suite, et puis d'autres pour lesquels on
on se dit, ah ben non, mais ça vaut le coup de creuser. Enfin voilà. Et encore une fois, après, c'est aussi une question d'échelle. C'est-à-dire que parfois, on part sur des films très fragiles. Nous, étudiants, c'est un bon exemple. C'est un film qu'on avait pris aussi pour les ventes internationales. Son sujet, le pays où d'où il vient, etc., font que par essence, c'est un film fragile pour le marché. Après, pour tout plein de raisons, on a décidé de l'accompagner. On l'a plutôt bien vendu. Enfin, on a fait des choses à l'international. Il a une jolie carrière, au festival, etc. Et puis en France, on a fait une petite sortie. Mais on l'a fait exister. On a fait un événement très chouette avec le Méliès et puis d'autres. Voilà. Donc c'est quand même toujours une question de réflexion. Enfin, voilà, on n'a pas un non tout de suite ou un oui tout de suite. Souvent, c'est un travail de longue haleine. Merci pour votre réponse. Merci à tout le monde. Merci à Victor, à Karine, à Étienne et à Sébastien de leur présence ici. Et vous pouvez rentrer chez vous. Maintenant, c'est fini, je crois. Voilà, c'est fini. Merci de votre patience et de votre présence. Un grand merci à tous les intervenants, à nouveau, à Eric Livio pour cette animation. Et merci à vous tous d'avoir été aussi nombreux aujourd'hui. On a organisé cette journée dans le cadre de l'année du documentaire. Vous pouvez retrouver son nombre d'informations sur le site annédudoc.org.